Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement avec Unity, le fameux Dungeon Crawler. On va aujourd'hui s'attaquer à l'ajout de notre personnage, le personnage du joueur, et on va lui ajouter la possibilité de se déplacer avec les animations adéquates. On va avoir beaucoup de travail aujourd'hui, donc je vous propose de commencer dès maintenant. Tout comme au premier épisode et comme dans tous les épisodes de cette série, je vais vous fournir les fichiers nécessaires pour travailler sur l'épisode d'aujourd'hui. Donc on va faire exactement la même chose que la dernière fois. Vous retrouverez un lien en description qui va vous amener sur ce répertoire GitHub où vous trouverez un fichier qui s'appelle épisode 2 Player Tilesheet et toujours un fichier Unity Package. On va donc pouvoir le sélectionner. On va faire les trois petits points Download pour télécharger ce fameux fichier. Et une fois téléchargé, on peut simplement l'exécuter. Unity va alors prendre le relais, va vous ouvrir une fenêtre. Et dans l'Unity Package d'aujourd'hui, dans ce qu'on va importer, il n'y a encore une fois qu'un seul élément, c'est une tilesheet. Pareil qu'au premier épisode, mais cette fois-ci, ce sera celle du joueur. Donc faites bien attention à la laisser cocher et on va cliquer sur Import. On va alors retrouver dans notre dossier asset un fichier player-tilesheet que l'on va configurer de la même manière. Pour l'instant, on va vraiment répéter un petit peu les étapes qu'on avait fait à l'épisode précédent, ça va être un peu le même principe. Donc on va bien se mettre en sprite 2D and UI. Le sprite mode, c'est bien multiple. On utilise toujours le même ratio de pixels, donc ça sera 8 pixels par unité. Pour le reste, on peut tout laisser ici. Filter mode, point no filter, parce que c'est du pixel art. La compression, pareil, on la désactive. N'oubliez pas de cliquer sur Apply juste ici. On va ensuite pouvoir ouvrir notre Sprite Editor et vous allez pouvoir apprécier la beauté de notre personnage et des quelques animations que j'ai préparées pour cette série. Je vais zoomer un petit peu, je vous présente donc notre personnage qui sera représenté par cette espèce de petit ver tout nu. On retrouve dans ce fichier 4 lignes qui vont correspondre à 4 types d'animations. La première, ça va être l'animation idle, qui va être l'animation d'attente. La deuxième, c'est l'animation de déplacement. La troisième, avec la petite épée, c'est l'animation d'attaque. Et la quatrième, qui, de manière un peu morbide, est la plus travaillée, c'est l'animation de mort de notre personnage. Alors aujourd'hui, les deux animations qui vont vraiment nous intéresser, ça va être la première, l'animation d'attente, et la deuxième, l'animation de déplacement. Mais on va y revenir tout à l'heure, on va déjà configurer tranquillement ce fichier, faire le découpage, créer les tiles. Donc on va aller dans Slice. Dans le type, ici, on va mettre Grid by Cell Size. Et à la différence du premier épisode, où on avait fait du 8 par 8, ici on va faire du 32 par 32. Le reste on peut laisser par défaut, delete existing on peut laisser, et on va faire slice. On peut ensuite faire apply. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait du 32 par 32 et pas du 8 par 8. Comme vous pouvez le voir, chaque frame des animations de notre personnage sont bien centrés dans les carrés de 32 par 32 pixels. Alors en réalité, on aurait pu faire des carrés de 8 par 8 autour de nos personnages, notamment pour la première animation. Mais pour d'autres animations, comme celle d'attaque ou l'animation de mort, on peut voir que, en plus du personnage, on va avoir des petits effets visuels qui vont être ajoutés autour. Ici, on a notamment le coup d'épée, qui est assez bien représenté par cette partie blanche. Et si on avait fait des cases de 8 par 8, eh bien on aurait largement dépassé. Pareil pour l'animation de mort, où on voit un petit peu l'esprit de notre personnage qui va s'en aller. Ici, on n'aurait pas forcément eu la place avec du 8 par 8. La seule raison pour laquelle on a fait ça, c'est pour se laisser un petit peu plus de place pour ajouter de jolis effets visuels. Voilà pour ce sprite editor, on a tout découpé. On va donc pouvoir fermer cette fenêtre. Dans le dossier project, au niveau de notre fichier ici, si on appuie sur la petite flèche, on va pouvoir vérifier qu'on a bien plusieurs petits éléments qui correspondent chacun à une frame des animations de notre personnage. D'ailleurs, je vais pouvoir vous les montrer. On va sélectionner la première. Donc dans l'inspecteur en bas à droite, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va apparaître. Et si on utilise la souris pour passer de l'une à l'autre ou les flèches du clavier, on peut voir que, notamment avec cette première animation, donc c'est les 8 premières frames, on voit que notre personnage va cligner des yeux. Ça va être son animation d'attente. Donc lorsque le personnage ne va pas bouger, qu'on va pas lui demander de se déplacer ou d'attaquer, il va jouer cette animation en boucle. On a ensuite une animation de déplacement qui va être très simple, ça va être celle-là. Donc on va avoir le personnage qui va simplement sautiller un peu sur place en levant une jambe après l'autre. Donc voilà à quoi ça ressemblera. Tout ça sera évidemment beaucoup plus parlant lorsqu'on aura fini cet épisode. Tout à la fin, on pourra déplacer le personnage et les animations iront avec.
On a notre animation d'attaque qui ne va pas forcément nous intéresser aujourd'hui, on l'ajoutera un petit peu plus tard. Et pour finir, la fameuse animation de mort, quand le personnage est éliminé, il va simplement s'écraser par terre, disparaître, et son petit esprit va aller dans le ciel. Voilà donc pour les différentes animations, et je vous propose donc qu'on s'attaque au déplacement du personnage. Donc toujours sur ce fichier PlayerTiles, on peut le laisser ouvert d'ailleurs, on va prendre le premier élément qu'on a ici, et on va simplement le glisser dans notre scène. Alors il y a de grandes chances qu'il apparaisse derrière les décors que vous avez ajoutés au premier épisode. Il va falloir qu'on dise à Unity de manière explicite que ce personnage doit apparaître par-dessus ce qu'on a ajouté la dernière fois. Et pour ça, on va le faire juste ici sur la droite dans l'inspecteur, Order in Layer. Par défaut, c'est à 0. Donc ça va être un système de couches. Donc si on met 1, ça va apparaître sur la couche 1, ça va donc apparaître au-dessus des décors. Ce Order in Layer, il n'y a pas de limite. On peut faire une couche 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à une infinité. Donc on va vraiment pouvoir gérer indépendamment tous les objets et tous les décors pour qu'ils apparaissent plutôt devant ou derrière leurs semblables. Voilà, notre personnage donc est importé dans la scène. On va aller le renommer tout en haut dans l'inspecteur, on peut l'appeler Player. Et on va ensuite aller sur Add Component et on va ajouter un nouveau script qu'on peut appeler Player Movement. Donc, New Script, Create and Add. Une fois le script ajouté, on peut double-cliquer dessus pour ouvrir notre IDE qui va nous permettre de modifier ce script. Petite info importante concernant la rédaction des scripts, vous remarquerez que dans cet épisode, je n'ai pas encore activé l'autocomplete sur VS Code, donc lorsque je vais taper des choses, je ne vais pas avoir de propositions. C'est normal, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais ce sera en place dès l'épisode suivant. Donc si mon affichage n'est pas tout à fait pareil que le vôtre, c'est normal, pas d'inquiétude. Pour pouvoir déplacer ce personnage, on va avoir besoin de pas mal de choses. Mais la feuille de start, en tout cas, on va pas en avoir besoin, donc on peut l'enlever. La première chose dont on va avoir besoin, c'est de savoir à quelle vitesse on veut déplacer ce personnage. On va donc créer une variable pour stocker la vitesse qu'on peut appeler moveSpeed, que je vais mettre par défaut égale à 3 unités. On va ensuite créer une autre variable qui va être privée et qui sera cette fois-ci un vecteur 2 qu'on peut simplement appeler movement. Cette variable privée, on va, comme son nom l'indique, y stocker le mouvement du personnage, qu'on va justement aller calculer en direct dans la void update. Petit rappel ou petite explication pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas du tout la programmation sur Unity, la void update, c'est une méthode qui va être lue en permanence. Elle va être lue à chaque image. Donc si votre jeu tourne à 60 fps, elle va être lue 60 fois par seconde. C'est donc une méthode idéale pour récupérer les inputs du joueur, c'est-à-dire les touches sur lesquelles on va appuyer sur le clavier. Et là, par exemple, grâce à Movement, on va pouvoir dire que le mouvement sur l'axe X, donc sur l'axe horizontal, de gauche à droite, il va être égal à input.getAxisRow, et entre parenthèses et entre double quotes, on va récupérer l'axe horizontal. L'axe horizontal, il fonctionne aussi avec les flèches du clavier, donc dans un premier temps, on va déjà se baser là-dessus. Ensuite, on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour l'axe Y, donc pour pouvoir déplacer notre personnage de haut en bas. Cette fois-ci, on va également faire un input.getAxisRow, donc je vais le copier-coller pour aller plus vite, mais on va prendre l'axe vertical. Pour rappel, cette série est avant tout à destination des débutants, donc si vous avez déjà touché à Unity, vous allez vous y retrouver assez rapidement. Si vous débutez en programmation, le début n'est pas toujours évident, mais surtout si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à faire une pause et à chercher un petit peu les informations sur Internet. La documentation de Unity est très bien fournie. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Maintenant qu'on a récupéré les inputs du joueur sur ces deux axes, on va en profiter tout de suite pour dire que movement va être égal à movement.normalized. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de cette ligne, je vais simplement vous dire qu'elle va en fait nous permettre de normaliser le vecteur, ce qui va éviter que le personnage se déplace à une vitesse doublée lorsqu'il se déplace en diagonale. Étant donné qu'on va appuyer sur les deux boutons en même temps pour le déplacer en diagonale, si on ne fait pas une normalisation, les deux inputs vont en quelque sorte s'additionner et le personnage va aller 2 fois plus vite qu'il n'est censé y aller. Pour cette void update, dans un premier temps, ce sera tout. Là, on a juste récupéré les inputs, on a nos valeurs, il n'y a plus qu'à les appliquer au composant qui va nous permettre de déplacer, d'effectuer le déplacement du personnage basé sur les valeurs qu'on a calculées. Et pour ça, on va utiliser une autre méthode qui va s'appeler fixedUpdate. La méthode fixedUpdate, contrairement à son homologue update, elle va être appelée
à intervalles fixes. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas dépendante de notre framerate. Ce qui veut dire que si on a 200 fps, on n'ira pas plus vite que si on a 100 ou 50 fps. Et c'est effectivement ce qu'on veut. Quelles que soient les performances de la machine qui fait tourner notre jeu, on ne veut pas que le personnage aille plus ou moins vite sur une machine ou sur l'autre. Ils doivent se déplacer à la même vitesse. Et c'est notamment pour ça qu'on va utiliser la méthode Fixed Update pour faire toutes les opérations physiques de notre jeu. Ici, déplacer un personnage, c'est une action physique, donc c'est ici qu'on va réellement effectuer le déplacement qu'on a calculé juste avant et qu'on a stocké dans la variable movement. Sauf que pour effectuer un déplacement sur un objet, pour lui ajouter de la physique, il faut que cet objet ait ce qu'on appelle un rigid body. Étant donné qu'on est dans un environnement en 2D, on va ajouter non pas un rigid body tout court, mais un rigid body 2D, étant donné qu'il y aura une différence entre la 2D et la 3D. On peut lui donner un nom, rigid body en minuscule, et ensuite on va pouvoir effectuer le déplacement via linear velocity. Et on va dire que cette valeur va être égale à notre mouvement qu'on a calculé, multiplié par la vitesse qu'on a définie dans MoveSpeed. Et rien qu'avec ce petit script, on devrait être en mesure de pouvoir déplacer notre personnage. On va récupérer les inputs, donc les touches du clavier, en l'occurrence les flèches pour déplacer le personnage sur les deux axes horizontal et vertical. Et une fois qu'on a calculé le mouvement, on va réellement l'appliquer à notre rigid body, notre composant qui nous permet de déplacer des objets, de leur appliquer de la physique. Donc on va retourner sur Unity. On peut voir sur la droite que dans le script player movement, on a bien deux variables qui sont apparues, movespeed, qu'on a déjà défini à 3 par défaut, et rigid body qu'il va falloir qu'on remplisse. Pour ça, on va faire add component et on va aller chercher rigid body 2D. Très important de prendre le 2D et pas le rigid body tout court, sinon ça ne fonctionnera pas. Ce rigid body, on va pouvoir le glisser-déposer dans la variable rigid body. Et on va en profiter pour le configurer un petit peu. Gravity scale ici, on va mettre 0 pour dire que cet objet n'est pas affecté par la gravité. On est dans un environnement en 2D, donc c'est très important. Si on ne fait pas ça, on va juste voir le personnage tomber à l'infini. Et on va en profiter également ici, vous avez un petit menu contraintes, constraints, que vous pouvez ouvrir. Et vous avez une case pour bloquer les rotations sur l'axe Z qu'on va cocher. Encore une fois, on est dans un environnement en 2D et le personnage il n'est pas censé tourner sur lui-même lorsqu'il va rentrer en collision avec un objet. Donc rien qu'avec ça, on devrait avoir quelque chose de fonctionnel. On peut passer dans l'onglet Game, vous devriez voir votre personnage et on peut appuyer sur Play. En utilisant les flèches du clavier, sur la droite, sur la gauche, en haut et en bas, vous devriez pouvoir voir votre personnage se déplacer. Au niveau des collisions, vous allez voir que le personnage pour l'instant n'en a pas. Donc il peut traverser les murs, il peut aller dans le vide, il peut sortir de l'espace de la caméra. C'est pas très grave pour l'instant. On ne travaille pas encore là-dessus. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être de lui ajouter des animations à ce personnage, parce que pour l'instant c'est un petit peu triste. Le personnage a l'air totalement figé, et c'est le cas, et lorsqu'on va vers la droite ou vers la gauche, le personnage ne se tourne pas sur lui-même, il regarde toujours dans la même direction. Il est donc temps de passer au chapitre 2 de cette vidéo, à savoir l'ajout des animations. Pour ça, on va pouvoir se rendre dans l'onglet Window, et on va ouvrir l'onglet Animation, Animation. Cela va vous ouvrir une nouvelle fenêtre que vous pouvez glisser-déposer. Je vous conseille de la mettre à l'horizontale. C'est une fenêtre qui va se présenter sous la forme d'une timeline. Ça va être un petit peu comme du montage, vous allez voir, ça va être très simple. Mais du coup, je vous conseille de la mettre à l'horizontale et on aura besoin également de la fenêtre Project, donc séparez-les bien pour que ce soit plus simple. Sélectionnez bien votre objet Player dans la hiérarchie, c'est l'objet qu'on veut animer. Et dans la fenêtre animation, on nous dit que pour commencer à animer notre joueur, il va falloir créer un animator et une animation. C'est parfait, allons-y, on va cliquer sur Create. Cette animation, la première, je vais l'appeler Idle. Donc c'est une expression qu'on utilise pour parler d'animation d'attente, c'est lorsque le personnage va faire du surplace. On va pouvoir sélectionner où est-ce qu'on veut sauvegarder cet élément. Par défaut, ça sera dans le dossier asset, donc je vais aller modifier ça. Dans mon dossier asset, moi je vais créer un nouveau dossier, mais là c'est juste une question d'organisation, vous n'êtes pas obligé de faire le même découpage que moi. Ce dossier, je vais l'appeler Animation, Create, et je vais aller sauvegarder dans ce dossier-là. La vue va alors un petit peu changer, vous pouvez voir sur la gauche qu'on est bien en train de travailler sur l'animation Idle, et on va pouvoir cliquer sur le petit bouton rouge ici qui va nous permettre d'enregistrer. Vous allez voir que la timeline va un petit peu changer, elle va passer en rouge, ça veut dire que là tout ce qu'on va modifier
à l'intérieur de cette timeline, eh bien, ça va être appliqué sur notre animation. Étant donné qu'on est en 2D et plus particulièrement en pixel art, eh bien, les animations, c'est pas comme en 3D. On va pas déplacer les différents os du personnage avec une minutie et une précision extrême ici. On va juste, comme vous l'avez vu un petit peu plus tôt avec la tile sheet, mettre des images les unes après les autres, ce qui va nous donner un effet d'animation. Vous allez voir. Dans votre fenêtre Project, toujours sur le fichier Player Tilesheet, vous pouvez donc appuyer sur la flèche pour bien l'ouvrir et le décomposer pour avoir accès à tous les éléments. Et vous allez pouvoir sélectionner les 8 premiers éléments. Donc on va commencer sur le premier ici, vous maintenez la touche Shift et on va aller sélectionner jusqu'au 8e. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Jusqu'ici. Sur la droite, on m'indique que j'en ai bien sélectionné 8 et on m'affiche les 8 éléments sélectionnés. Je vais ensuite faire un glisser-déposer de tout cet ensemble directement dans ma fenêtre animation. Et vous allez voir que pour chacun des éléments que j'ai importés, je vais avoir un petit losange bleu qui va apparaître. On peut dézoomer un petit peu et on va tirer à l'extrémité ici de manière à séparer l'ensemble. Donc sur la petite barre bleue, vous voyez que j'ai attrapé. Et on va faire en sorte d'avoir la dernière animation, le dernier élément à 1,20. Comme vous pouvez le voir ici au-dessus de ma souris, je suis à 1,20. Si je zoome un petit peu d'ailleurs, on va le voir apparaître ici. 1,20, ça veut dire que notre animation va durer 1,2 secondes. Et si on appuie sur le bouton play, qui est juste ici, on devrait voir notre personnage s'animer. Cette animation idle, je vous l'ai dit, elle est assez discrète, c'est juste le personnage qui va cligner des yeux, mais elle est suffisante pour insuffler de la vie à notre personnage lorsqu'il ne se déplace pas. On n'aura pas l'impression que le personnage est une statue, qu'il est figé, on a l'impression quand même que c'est un personnage qui est vivant et qui attend de recevoir des ordres, des actions à faire. Le résultat est donc plutôt bon, on peut donc arrêter le mode play, on peut arrêter l'enregistrement également en appuyant sur ce bouton. Ok, pour la première animation c'est prêt, on va aller attaquer maintenant la deuxième animation, celle de déplacement. Le principe va être exactement le même. Ici, on va simplement changer l'animation sur laquelle on est. Donc on est sur Idle, maintenant on va faire Create a New Clip. Donc ça va nous réouvrir le même dossier que tout à l'heure et cette animation, on peut l'appeler Walk pour marcher. On peut sauvegarder, ça va nous créer une nouvelle timeline vide et là, même principe, on va enregistrer. Et cette fois-ci, on va pas prendre les 8 premières frames, on va prendre les 4 suivantes. Donc là, actuellement, on est de ici à ici. Et maintenant, on va prendre celle-là. Vous avez également les noms qui apparaissent en bas à droite, ça peut vous aider. Donc celui-là s'appelle Player Tilesheet 8, ils sont dans l'ordre. Et on va aller jusqu'à la Player-Tilesheet 11, qui est juste ici. Donc on va prendre les 4 là. Vous devriez avoir la même chose que moi dans la preview. Donc le personnage qui bouge pas, la jambe droite levée, le personnage qui bouge pas et la jambe gauche levée. On va glisser-déposer ces éléments encore une fois dans la fenêtre animation. Cette fois-ci, on n'en aura que 4 comme prévu. Et encore une fois, on va tirer sur la barre ici de cette manière pour pouvoir déplacer notre dernier élément jusqu'à 0,30. Et si on appuie sur play, l'animation va bien se jouer, mais on peut voir qu'il y a quand même un petit problème de rythme. Normalement, le personnage devrait lever sa jambe droite, puis la reposer, puis la jambe gauche, etc. Ici, c'est pas vraiment le cas. À la fin de l'animation, on dirait que le personnage sautille un petit peu sur place. La raison à ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent lorsqu'on anime des éléments en 2D, c'est pas du tout un bug. C'est que on a 4 frames, donc il y en a une ici, une là, une à 0,20 et une à 0,30. Et lorsqu'on va arriver à la fin de l'animation à 0,30, eh bien on a une frame qui va se jouer, où le personnage va lever sa jambe gauche. Le problème, c'est que ça représente également la fin de l'animation. Donc immédiatement après, il va revenir au début pour la jouer en boucle. Ce qui fait que le moment où le personnage a la jambe gauche en l'air, alors c'est sa jambe droite, hein, mais vu qu'on est en face, je parle de jambe gauche, eh bien en fait cette animation, cette frame, elle va pas se jouer suffisamment longtemps. Donc pour pallier à ce problème, on peut simplement sélectionner cette dernière frame ici qu'on a à 0,30. On peut faire CTRL-C pour copier. Puis on peut se rendre à 0,40 et faire CTRL-V. Et cette fois-ci, si on appuie sur Play, on peut voir que la dernière frame va alors se jouer suffisamment longtemps. Elle va être soutenue pendant un très léger temps, mais suffisamment pour être dans le rythme. Donc notre animation, ça y est, elle est propre, elle est terminée, et on va maintenant pouvoir faire en sorte de jouer ces animations au bon moment. L'animation idle lorsqu'on ne bouge pas, l'animation walk lorsque le personnage se déplace. On peut donc appuyer sur le bouton rouge pour couper l'enregistrement, on peut arrêter également le mode play ici. Et cette fenêtre animation, on va pouvoir la fermer, on fait clic droit, close tab, et on y reviendra un petit peu plus tard lorsqu'on ajoutera les animations d'attaque et de mort de notre personnage.
En ajoutant ces animations sur notre joueur, en le sélectionnant dans la hiérarchie, on va retrouver un nouveau composant qui s'est ajouté tout seul et qui est l'animator qu'on a ici. Cet animator, vous avez ici un contrôleur avec le même nom que l'objet player et vous allez pouvoir double-cliquer dessus. Cela va vous ouvrir cette fenêtre, animator. On retrouve ici deux blocs qui vont correspondre aux animations qu'on a créées. Alors par défaut, vous devriez voir une flèche orange qui va vers idle parce que c'est la première animation qu'on a créée. Et ça va simplement signifier que cette animation est celle qui va être jouée par défaut. Et c'est très bien comme ça, c'est ce qu'on veut. Si jamais ce n'est pas idle qui est sélectionné, vous avez juste à faire un clic droit et à faire Set as Layer Default State. Ici c'est désactivé parce que c'est déjà le cas. Et en fait, l'animateur il va nous permettre de donner des conditions techniques à Unity et de lui dire de passer d'une animation à l'autre selon certaines conditions. Par exemple, chez nous, la condition, ça va être que si le personnage se déplace, alors on va plus jouer idle, mais on va jouer walk. Et pour ça, il va falloir qu'on crée une transition entre les deux. Sur idle, on peut donc faire un clic droit et on va créer une transition, make transition, ce qui va nous ajouter une flèche, comme vous pouvez le voir, et vous avez juste à cliquer sur walk. On va donc avoir cette flèche qui va se créer entre les deux et qui est donc la transition. Dans l'éventualité où le personnage s'arrête de se déplacer, il va falloir qu'on fasse la transition inverse pour revenir à l'animation idle. Donc on va faire la même chose, clic droit, Make Transition, Idle. Et on a maintenant une transition dans un sens comme dans l'autre. Mais maintenant, ces transitions, on ne veut pas qu'elles se fassent toutes seules. Comme je le disais, il va y avoir une condition. Et cette condition, c'est le déplacement. Pour ça, dans l'animator, sur la gauche, vous avez un panneau ici. Par défaut, on est sur Layers. Et on va aller dans Parameters. On va créer un nouveau paramètre avec le bouton plus qui va être une float. Et cette float, on peut l'appeler Speed. Ça va être la vitesse du personnage. Vous remarquerez que j'ai mis une majuscule, je vous conseille de faire de même, c'est très important pour la suite. Sur la première transition qui va de idle vers walk, donc avec la flèche dans le bon sens, on va commencer par désactiver le as exit time qu'on a ici, qui va nous permettre de faire des transitions instantanées. On ne va pas attendre la fin de l'animation idle pour faire la transition vers walk. On veut que ce soit instantané lorsque la condition est remplie, et cette condition, on va l'ajouter juste en dessous ici. Donc on va faire plus. Par défaut, c'est speed qui va être sélectionné parce que c'est le seul paramètre qu'on a dans cet animator. Et on va dire effectivement que si la vitesse est supérieure, non pas à 0, mais on va mettre 0,01, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, alors on va effectivement faire la transition. Parce que si effectivement la vitesse, elle est positive, qu'il y a une vitesse, c'est que le personnage se déplace, donc on joue l'animation walk. Dans le cas inverse, pour l'autre transition, qui va de walk vers idle, on va faire un peu la même chose, on va désactiver le exit time, et dans les conditions, on va encore une fois en ajouter une, ça va toujours être speed, mais cette fois-ci on va dire que si la vitesse est inférieure à 0,01, alors c'est l'animation idle qui va reprendre le pas, parce qu'il n'y a plus de déplacement, il n'y a plus de vitesse, donc c'est que le personnage ne bouge pas. Voilà pour la configuration de cet animator. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai mis 0,01 alors que j'aurais pu théoriquement dire 0 ? Eh bien simplement parce qu'on reste dans un environnement virtuel, on reste sur de la simulation physique, et Unity a beau être un super logiciel qui est particulièrement précis, mais par moment vous aurez peut-être l'impression, alors c'est plus rare en 2D qu'en 3D, mais ça peut arriver, on a l'impression que visuellement un objet ne se déplace pas du tout, alors que pourtant il a peut-être une force minime qui lui est encore appliquée. Ce qui, à l'œil nu, est trop infime, on va pas le remarquer, on n'aura pas l'impression que l'objet se déplace, mais pourtant il y a quand même une force appliquée. Voilà pourquoi on utilise 0,01, c'est ce qu'on appelle une valeur de sécurité, et c'est ce qu'on fait assez souvent lorsqu'on fait des conditions, notamment sur des nombres flottants, donc sur des nombres à virgule. Maintenant que notre animateur il est configuré avec ses animations et ses transitions, il y a juste à lui passer encore le paramètre the speed, parce que l'animateur lui il fait pas ça tout seul, il faut bien que cette valeur elle vienne de quelque part. Et ce quelque part, ça va être le script de notre personnage. On peut revenir sur Player, on peut réouvrir Player Movement, donc vous pouvez recliquer dessus, et ici on va venir ajouter quelques petites modifications. On a ajouté une référence à notre Rigid Body pour pouvoir accéder aux composants et exécuter de la physique, appliquer de la physique plutôt à notre personnage. Ici on va faire le même principe. On va faire une référence à notre composant Animator, qu'on peut appeler Animator avec un A minuscule. Et lorsqu'on calcule le mouvement de notre personnage ici, dans la Void Update, on va pouvoir accéder à cet animator et faire dessus un set float qui va nous permettre d'appliquer une valeur à un paramètre existant de type float. Chez nous, ce paramètre, il s'appelle speed, donc on met ça entre double quotes.
Et il faut qu'on donne la valeur qu'on veut lui appliquer. Ici, ce sera notre mouvement. Et plus précisément, on va lui envoyer square magnitude. Le fait de passer square magnitude, eh bien, ça va être plus rapide. Pour rappel, movement est un vecteur 2. Il contient donc deux valeurs, une x et une y, qu'on a créées et qu'on a appliquées juste ici. Mais speed, c'est une variable flottante, donc il faut qu'on lui envoie un nombre à virgule. Et pour ça, on peut en fait transformer notre movement, notre vecteur 2, en une valeur à virgule, avec la magnitude. Alors, les plus matheux d'entre vous me diront, d'accord, mais pourquoi avoir mis square magnitude plutôt que magnitude? Eh bien simplement parce que square magnitude, ça va être un calcul qui va être beaucoup plus rapide à faire. On va juste envoyer le carré de la valeur plutôt que la racine carrée qui va être plus longue à calculer. Je ne vais pas plus loin pour ne pas perdre trop de monde, ce sont des maths quand même un petit peu compliquées. On a passé notre valeur de déplacement à notre animateur via la float speed, ce qui veut dire que techniquement, on va pouvoir aller tester tout ça. On peut revenir sur Unity, on va revenir dans l'onglet Game, et juste avant d'appuyer sur Play, ne pas oublier ici de renseigner la variable animator qu'on vient de créer. Donc on peut descendre un petit peu et on peut faire un glisser-déposer de l'animator qu'on a juste en bas ici vers cette variable animator. N'hésitez pas à cliquer sur les composants pour les fermer, ça prend un petit peu moins de place. Je ne vais pas le faire sur le sprite renderer parce qu'on va en avoir besoin dans un petit instant. On va appuyer sur Play et on va pouvoir tester que notre personnage est bien animé. Et effectivement, tant que je ne me déplace pas, on peut voir que le personnage cligne des yeux, il a son animation d'attente. Et si je commence à me déplacer vers la droite, on peut voir que le personnage va jouer son animation de déplacement. Vers le bas, vers le haut, il joue toujours la même animation, mais il joue une animation de déplacement. Et si on s'arrête de bouger, le personnage repasse en mode idle. Il nous reste une dernière petite chose à gérer, c'est que lorsqu'on va sur la droite, eh bien, le personnage il se déplace en regardant vers la droite, ce qui paraît plutôt naturel. Mais lorsqu'on se déplace vers la gauche, eh bien, le personnage il regarde toujours à droite, un petit peu comme s'il avançait à reculons. Et ça, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Nous, on veut que le personnage il regarde dans la direction vers laquelle il va. Ça sera beaucoup plus logique. C'est donc la dernière petite chose qu'on va faire aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on va gérer ça? Eh bien, là, je vous montre en allant vers la droite. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est que sur notre personnage, nous avons un composant qui s'appelle Sprite Renderer et sur lequel il existe une méthode flip qui va nous permettre d'inverser la direction du sprite à l'horizontale ou à la verticale. Par exemple, si je fais un flip sur l'axe horizontal, sur X, on peut voir que le personnage cette fois-ci regarde bien vers la gauche. Et du coup, dans ce cas, ça irait pour aller à gauche, mais plus pour aller à droite. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on rende ça dynamique. On va simplement dire que si le personnage il se déplace vers la droite, alors on va pas faire le flip, et s'il se déplace vers la gauche, alors on va faire le flip. Procédons. On va arrêter le mode play, on va revenir dans Visual Studio Code, et tout à la fin de la void update, on va simplement dire que si notre mouvement sur l'axe X il est différent de 0, donc qu'il y a un mouvement sur l'axe horizontal, alors on va accéder à notre sprite renderer et faire le flip. Mais pour ça, il faut qu'on ait accès à ce sprite renderer, et de la même manière qu'on l'a fait pour le rigid body et l'animator, on va donc créer une variable sprite renderer qu'on peut appeler sprite renderer. Et ici, on va dire donc sprite renderer.flipx va être égal à movement.x inférieur à 0. En fait, on va dire que si le mouvement x est inférieur à 0, alors la valeur va être vraie, et du coup, on va faire le flip. Si jamais mouvement.x n'est pas inférieur à 0, donc il est supérieur ou égal, alors ce sera faux, et du coup, on ne fera pas le retournement du personnage sur l'axe horizontal. On peut sauvegarder, revenir sur Unity. Toujours au niveau du script de notre personnage, il va falloir qu'on glisse ici le sprite renderer dans la bonne variable, et on va pouvoir vérifier que ça fonctionne bien en appuyant sur play. Si je vais sur la droite, le personnage regarde à droite. Si je vais sur la gauche, le personnage regarde à gauche. Et si j'arrête de me déplacer, le personnage regarde toujours dans la dernière direction dans laquelle il a regardé. Et puis, félicitations, ça y est, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode 2. Dans l'épisode 3, notre personnage ne se sentira plus seul, on va ajouter des monstres qui essaieront de l'attraper et de l'éliminer. En attendant, n'hésitez pas à revoir l'épisode d'aujourd'hui, à relire le script que vous avez réalisé et peut-être même à le commenter pour que vous puissiez bien vous souvenir et comprendre à quoi correspond chaque ligne et qu'est-ce qu'elle permet réellement de faire. En attendant le prochain épisode, merci de m'avoir regardé. Je vous rappelle que si vous appréciez cette série et que vous en avez l'envie et la possibilité, vous pouvez également me soutenir financièrement sur la plateforme Tipeee. C'est grâce aux dons que cette chaîne existe depuis plus de 10 ans.
et que je peux continuer de créer des tutoriels sur mon temps libre pour vous apprendre à créer vos propres jeux vidéo. Merci encore et à très bientôt. Salut!